Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. 72 heures après l'enlèvement du sous-préfet de Batibo, l'on est toujours sans nouvelles de ses traces et celles de ses ravisseurs. Aucune information ne filtre jusqu'ici. Le gouvernement affiche un mutisme au-delà de quelques réactions du porte-parole du ministère de la Défense. Aucune position officielle du gouvernement sur la situation et les recherches qui se poursuivent dans les régions anglophones. La classe politique regrette ce mutisme et déplore l'option militaire utilisée sur le théâtre de la crise au regard de la situation qui ne cesse de se dégrader au quotidien. Des précisions avec Steve Boulet, Kep Diarra et Eric Watat. Disparu depuis le 11 février dernier, on n'est toujours sans nouvelles du sous-préfet de Batibo qui aurait été kidnappé par des sécessionnistes ambazoniens. Si l'affaire perturbe au plus haut point la famille du concerné et dans une moindre mesure les citoyens camerounais, c'est surtout le mutisme observé par les autorités depuis plusieurs jours qui jette une onde de froid sur la nation tout entière. Pour Jean-Baptiste Sipa, journaliste et acteur de la société civile, il faut voir en ce silence le refus du gouvernement à communiquer sur les défaillances de son propre système de sécurité. Ça signifie une défaillance totale de sa sécurité personnelle d'abord, et puis de la sécurisation même de la manifestation des jeunes. Ce n'est pas le genre d'information qui redore le blason d'un gouvernement. Je crois qu'ils attendent de voir le commentaire que vont en faire les réseaux sociaux et la communauté internationale, avant de donner le feu vert certainement à M. Issa Chiroma pour dire quelque chose. L'action des sécessionnistes lourde de sens peut être versée dans la case des symboles forts, ceux de la revendication. Je suis sûr qu'ils auraient pris un maire, parce qu'ils ne sont pas fous. Ils savent quand même que le maire est le représentant élu de la population. Ils ont pris quelqu'un qui représente le gouvernement, qui à leurs yeux est l'ennemi. C'est un acte symbolique qu'ils ont posé. Quand les gens savent qu'un pouvoir ne parle pas, ne dialogue pas et ne connaît que le langage de la force, ils posent des actes pour provoquer justement l'exaspération de ce pouvoir. Plus loin, il estime que le kidnapping agira comme un électrochoc sur les autres représentants de l'État décentralisé. Bien sûr qu'il y aura une onde de peur, ça crée l'incertitude. Bon, ça peut aussi radicaliser leur attitude, c'est-à-dire qu'ils vont devenir inaccessibles aux populations parce qu'ils vont certainement renforcer leur sécurité. Le sujet étant classé secret défense, il serait compliqué que le dispositif normal en matière de communication sur des dysfonctionnements sécuritaires soit respecté. Pour que le procureur de la République parle, il faut déjà qu'il ait la responsabilité de la sécurité. Est-ce que la responsabilité de la sécurité là-bas dans le nord-ouest et le sud-ouest est encore aux mains du procureur de la République? C'est aux mains de l'armée. L'armée ne dépend pas du procureur de la République. L'armée dépend de la présidence de la République. Pour Maître Emmanuel Pensy, avocat au barreau du Cameroun, le kidnapping est condamnable, au même titre que le silence de la communauté internationale et autres membres de l'opposition. Je ne pense pas que c'est une bonne mesure. Je suis d'ailleurs surpris que beaucoup j'allais dire, la communauté internationale et surtout les ONG et même l'opposition, je ne la vois pas dans cette affaire-là, crier et dire que c'est inacceptable. Il y aurait selon lui une ouverture d'enquête qui de fait introduit le secret de l'instruction. Lorsqu'on arrête un sous-préfet, finalement il y a l'enquête. Vous savez que l'enquête entraîne le secret de l'instruction. Donc c'est une phase qui est délicate, où on ne peut pas beaucoup communiquer. Je crois que le colonel Badiek a fait une communication en disant qu'on a mis toutes les forces tout autour pour pouvoir le retrouver. J'espère qu'il le sera, parce que les images que nous avons vues à gauche et à droite, le présentant comme mort et d'autres le présentant comme vivant, nous laissent tout simplement dans une situation d'une inquiétude très profonde. Le silence du gouvernement, loin d'être un aveu d'échec, relèverait plutôt de la stratégie. Donc le gouvernement a raison
de ne pas communiquer. On ne crie pas sur le toit quand on recherche quelqu'un qui a kidnappé. Il y a la recherche de la sécurité militaire qui travaille, il y a d'autres éléments qui travaillent, peut-être la DGRE, etc., des forces multiformes pour pouvoir le retrouver. Contrairement à Jean-Baptiste Sipa, il affirme que le kidnapping ne provoquera aucun changement d'attitude chez les autorités administratives qui sont préparées à ce type d'événements malheureux. Les sous-préfets n'ont pas peur. Ils sont dans l'exercice de leur travail, ils savent que c'est un travail à risque. Ça fait partie des risques du métier. Je souhaite tout simplement que de l'autre côté, et je suis tout à fait certain que le gouvernement le fait, ils seront protégés pour qu'il y ait la paix. Il recommande tout de même que l'État déploie plus de moyens pour leur protection, surtout pour ceux qui ont été affectés dans des régions en crise. Dans l'actualité, la jeunesse camerounaise se déchire autour d'un soutien apporté à Paul Biya pour la présidentielle 2018, une initiative jugée inopportune dans un pays où les politiques publiques ont échoué à résorber le taux de chômage et de sous-emploi des jeunes. Des jeunes acteurs politiques dénoncent des manœuvres d'instrumentalisation de la jeunesse abandonnée à son triste sort depuis des lustres. Elle est subitement sollicitée et choyée à l'approche des échéances électorales. Reportage Emmanuel Diop et Guy Zogo. Je vous parlais donc de cet élément de la jeunesse camerounaise qui se déchire autour de ce soutien apporté à Paul Biya et le gouvernement qui lui aussi dévoile son agenda politique derrière cette distribution gratuite des ordinateurs chinois aux étudiants camerounais. L'opération a pris les allures d'un meeting politique. À Douala, le ministre Jacques Famdongo n'a pas manqué de faire savoir aux étudiants à quel point Paul Biya les aime et qu'il croit savoir également que ces jeunes seraient prêts à soutenir une candidature du chef de l'État. Cette distribution des ordinateurs est-elle liée à une campagne politique? Rien n'est officiellement déclaré à ce sujet, mais l'ambiance était riche en couleurs à l'université de Douala. Donald Brice Camgan pour plus de précisions dans ce reportage. Ils sont un échantillon de 55 étudiants qui tiennent le laptop de 32 Go à l'université de Douala. Le ministre de l'enseignement supérieur préside la cérémonie protocolaire qui précède la distribution des machines à tous les corps biométriquement enrôlés. Un peu comme si la Saint-Valentin s'invitait ici, Jacques Famdongo, dans une verve qui lui est reconnue, ajoute une histoire d'amour à la cérémonie à l'honneur de son champion. President Paul Biya loves you. He knows that. You love him. And he loves you. Les banderoles et flyers de circonstance font la part belle au chef d'orchestre des grandes réalisations. Peu importe, les audits PB sont là, les COPS les reçoivent à deux mains. Nous avons accueilli ces dons présidentiels avec joie et ferveur des étudiants à l'université de Douala. Il y a des étudiants niveau 1 de première année qui sont inscrits cette année, qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas droit en fait à ces ordinateurs parce que le moment où on s'enrôlait, ils n'étaient pas encore intégrés à l'université. C'est la nouvelle technologie, on peut stocker les informations même, c'est pas obligé que le disque soit interne. On aurait aimé que le projet soit, qu'une usine soit montée au Cameroun afin que l'on réalise pour bénéficier des expériences comme au Rwanda, comme en Côte d'Ivoire, les pays dans lesquels vous voyez que les ordinateurs sont conçus. L'université de Douala prend ainsi le relais de la distribution des ordinateurs. Le deuxième contingent en cours de distribution est un lot de 100 000 après le premier lot de 80 000 récemment dispatché. Je vous le disais à l'instant, la jeunesse camerounaise se déchire autour de ce soutien apporté à Paul Biya pour une probable candidature à la présidentielle 2018. L'initiative est jugée inopportune dans un pays où les politiques publiques du chef de l'État ont échoué à résorber le problème crucial des jeunes, à savoir l'accès à un emploi décent au Cameroun. Des jeunes acteurs politiques dénoncent des manœuvres d'instrumentalisation de la jeunesse abandonnée à son triste sort depuis des lustres. Cette jeunesse camerounaise est subitement sollicitée et choyée à l'approche des échéances électorales. Emmanuel Diop et Guy Zogo.
L'appel de certains jeunes à Paul Biya pour qu'il se porte candidat à l'élection présidentielle de 2018 ne passe pas chez tous les acteurs de cette tranche d'âge. Denis Emilien Atangana, ex-secrétaire général du parti de l'Alliance libérale PAL, estime que cette démarche est puérile. On ne saurait donc se prévaloir, bien dire que c'est la jeunesse camerounaise qui a appelé à la candidature de Paul Biya. C'est quelques jeunes, peut-être qui ont bénéficié des 2000 francs qu'on a l'habitude de distribuer, qui ont appelé à une candidature de clos et que j'estime inutile. Pour lui, les jeunes ne peuvent se tourner vers un candidat dont les initiatives ne contribuent pas à les valoriser. Les jeunes gagneraient à s'interroger sur quel type de candidat on peut soutenir à 85 ans, alors que nous sommes dans un pays où 64% de la population a moins de 25 ans, et pourtant, aucun ministre n'a moins de 25 ans, aucun ministre n'a moins de 35 ans, tout comme un directeur général n'a moins de 35 ans. Donc, je crois que c'était de la pire sorcellerie. En guise d'option, il souligne que les jeunes ont d'autres recours aujourd'hui au Cameroun dans l'espace politique. Il y a des partis politiques, il y a des coalitions qui sont en train de se mettre en place, et ces coalitions-là peuvent, dans une certaine mesure, aboutir à une candidature qui peut porter le plus d'espoir. Si cette sortie des jeunes en faveur de Paul Biya confirme bien sa présence effective sur la scène politique, après son discours du 10 février, Denis Emilien Atangana lui souhaite longue vie, mais hors d'étoudie où il pourra, selon lui, s'occuper à d'autres centres d'intérêt. Mon souci, c'est qu'il laisse dignement le pouvoir et qu'il entre dans l'histoire positivement. Je ne souhaite pas qu'il meure, moi je souhaite qu'il vive très longtemps même d'ailleurs, et qu'il soit celui-là qui pourra écrire ses mémoires en tant qu'ancien chef de l'État. Pour le moins, ce n'est pas la vie des jeunes pro-Biya qui ne jurent, eux, que par lui. Le modèle norvégien de recherche scientifique intéresse le Cameroun à une opportunité de coopération technique qui était au cœur des échanges entre le ministre camerounais de la recherche scientifique et de l'innovation, Dr Madeleine Twente, et l'ambassadeur de Norvège au Cameroun, Jens Peter Prude. Je vous propose à présent d'écouter le ministre camerounais de la recherche scientifique et de l'innovation, Dr Madeleine Twente. J'ai discuté surtout avec lui dans le domaine de la mise en place d'un accord de coopération scientifique et technique. Les Norvégiens sont très forts dans le domaine océanographique. Et nous avons un centre de recherche des écosystèmes marins à Kribi. Donc nous comptons beaucoup sur eux. Et aussi sur le genre. La coopération sur le genre, l'éducation, la formation. Parce que voilà un pays qui est classé, le pays au monde, pas l'ONU, pas toutes les organisations internationales, comme le pays où il fait bon vivre au monde. Le pays où on vit le mieux au monde. Et pourquoi? Simplement parce que dans leur pays, il y a l'égalité des genres. À tous les postes, 50% hommes, 50% femmes. C'est un pays où il n'y a pas de chômage. Tout le monde est heureux, d'après les indices internationaux. Donc, nous avons voulu copier non seulement ce rapport avec la jeunesse, avec les femmes, mais aussi le vivre ensemble. Et en rapport avec Monsieur le ministre des Relations extérieures, nous allons tout faire pour renforcer notre coopération avec ces pays nordiques qui nous donnent des leçons de vie. En pleine crise économique, le Cameroun a des obligations de transparence sur la gestion des finances publiques et son impact réel sur le quotidien des Camerounais. Ces défis incombent à l'Institut national des statistiques et les données produites jusqu'ici au Cameroun contrastent souvent avec celles qui sont publiées dans les rapports des institutions financières internationales, d'où l'enjeu de la fiabilité des méthodologies de collecte, de traitement et de publication des données statistiques au Cameroun. Des précisions avec Joël Lessengue et Marcelin Gansop.
Avec une note de 7,5 sur 10, la corruption a repris du galon dans le secteur des forêts et de la faune. Cette étude que nous avons réalisée révèle qu'à cette année, nous sommes à 7,25 sur 10. Entre 2010 et 2014, on avait observé un indice qui a baissé suite à l'action conjointe de plusieurs acteurs pour pouvoir lutter contre le fléau dans le secteur. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un laxisme qui s'est installé des différents acteurs qui va jusqu'à pouvoir aussi saboter en fait tous les efforts déployés, que ce soit par l'administration, par la société civile, pour améliorer la gouvernance du secteur forestier. L'étude dont la restitution a été faite à Yaoundé montre combien il est difficile de juguler ce fléau, tant les différents acteurs travaillent au quotidien à le nourrir et à l'entretenir. D'abord parce qu'il est difficile de résister à la corruption. Autrement dit, il faut avoir tous les documents exigibles et ne pas être à l'abri de la corruption quand vous vous retrouvez par exemple en forêt avec une seule personne revêtie de l'autorité de l'État qui peut immobiliser votre camion pendant un jour. Je ne sais pas, c'est vous qui payez, vous l'opérateur économique. Mais également l'ignorance des gens. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les gens ne sont pas toujours au fait des procédures, des documents exigibles pour exercer dans le secteur. Les parties prenantes négatives du secteur profitent de cette ignorance-là pour raqueter et arnaquer des personnes qui souvent sont de bonne foi. Ce n'est donc pas une surprise si les caisses de l'État payent le prix fort, au même moment que les ressources forestières sont pillées en toute impunité. Les questions de changement climatique sont là et le Cameroun a pris les engagements. Et si la corruption est là, ça dit un peu comme huiler le système d'exploitation illégale de bois dans les forêts. Et ça fait des pertes énormes en termes de bois qui peuvent séquestrer en fait le carbone. Et l'autre chose aussi que nous relevons, c'est là que vous avez parlé sur le plan économique. La corruption en fait cause d'énormes pertes économique et financière à notre pays et plombe aussi le développement de notre pays. Nous voulons aussi reconnaître qu'au niveau central, les efforts sont suffisamment pris pour pouvoir lutter contre ou alors sanctionner les agents véreux, mais reste encore à faire parce qu'il y a encore quelques cas de délicatesse sur le terrain. L'étude prescrit une thérapie de choc qui repose sur une prise de conscience collective. L'administration, mais également les communautés riveraines et les exploitants forestiers doivent dire non à la corruption. Il suffit qu'un maillon de la chaîne faiblisse pour qu'on en soit à un éternel recommencement. Vous venez plutôt de suivre l'impact de la corruption dans le secteur forestier. Parlons à présent des obligations du Cameroun en matière de transparence de la gestion des finances publiques. Et cette tâche incombe bien sûr à l'Institut national de la statistique qui doit produire désormais des données fiables pour permettre une lisibilité de la mise en place des politiques économiques au Cameroun. Des précisions avec Joël Essengé et Marcelin Gansop. Publier dans les délais les données et les indicateurs statistiques nécessaires à la gestion économique et sociale. Cette mission principale, dévolue à l'Institut national de la statistique, se heurte aujourd'hui à la rareté des ressources financières, elle-même imposée par la conjoncture actuelle, que traverse difficilement notre pays. Nous faisons face à des difficultés qui obligent l'État à dépenser beaucoup de ressources. Il est donc clair que l'Institut, comme les autres institutions, doit réduire son train de fonctionnement pour pouvoir continuer à produire les résultats qui sont attendus en assurant la qualité et le respect du calendrier. Le nerf de la guerre est donc rare. Et pourtant l'INS n'a d'autre choix que de relever les défis qui l'interpellent. Quand il est vrai que la statistique, en tant qu'outil de prise de décision, doit contribuer plus que par le passé au développement du Cameroun. Et les actions menées ces dernières années sont là pour le démontrer. Les données sur la situation sociale, les questions de pauvreté, les données économiques, notamment sur les comptes nationaux, et qui permettent d'apprécier les efforts de notre pays en matière de croissance économique. Lorsqu'en 2016 s'achève sur une croissance économique de 4,5 et qu'on annonce des perspectives intéressantes pour notre pays en 2017 et 2018, c'est sur la base des résultats que nous publions régulièrement. 2018 commence avec de nouveaux challenges. L'Institut national de la statistique est attendu sur divers fronts, dont celui de l'accompagnement du nouveau programme économique, conclu avec le Fonds monétaire international. Le défi, effectivement, c'est de poursuivre la production des données, respecter les engagements que notre pays
a pris dans le cadre des différents programmes avec ses partenaires, notamment mettre à disposition du Fonds monétaire international et des autres partenaires des informations pour mesurer la qualité des résultats que nous obtenons dans la mise en œuvre du programme économique et financier de l'État, mais également les autres programmes. Contribuer au diagnostic, à l'élaboration et au suivi des politiques publiques et économiques. Telle est la mission principale de l'INS, dont le défi suprême demeure la quête de la performance et l'amélioration de la gouvernance. Toujours en économie, le Cameroun sollicite l'expertise tunisienne dans le domaine des bâtiments et travaux publics. C'est à la faveur du Salon africain du bâtiment et des métiers connexes. Les chambres de commerce de la Tunisie et du Cameroun ont sensibilisé les acteurs économiques à cet effet du côté de Yaoundé. Évocation dans ce reportage de Joël Essengue et Ike Cyril. Je vous parlais donc de ce reportage sur l'expertise tunisienne qui est sollicitée dans le domaine des bâtiments et travaux publics à la faveur d'un salon qui doit se tenir dans les toutes prochaines semaines. Les chambres de commerce de la Tunisie et du Cameroun ont sensibilisé les différents acteurs de ce secteur d'activité à Yaoundé. Joël Essengue et Ike Cyril. Parlons d'autres choses en attendant la disponibilité de cet élément. Il s'agit de la Saint-Valentin. Nous sommes le 14 février, qui est également le jour mercredi décembre. Comment les Camerounais ont-ils réagi face à ces deux événements majeurs dans leur quotidien? D'abord, ceux qui ont sollicité des cadeaux et préparé des programmes tout en rose pour leurs conjoints à l'occasion de cette fête de la Saint-Valentin. Reportage Julingue Nyondé. La ville de Douala vibre au rythme de l'amour. En ce 14 février 2018, consacré à la célébration de la fête des amoureux, certains citoyens de la capitale économique confient avoir mis les petits plats dans les grands. Entre dîner, balade en amoureux, cadeaux et plein d'autres surprises, tout y passe. Quelques Valentins et Valentines rencontrés au marché central du Douala nous dévoilent leur programme spécial fête de la Saint-Valentin. Château commence à soir, non? Je vais faire un gros paquet à ma chopinette. Le soir, donc, je lui remets. Il aime manger bien le porc. Je vais lui faire avec les frites de pommes. Là, c'est son plat préféré. Je dois faire ce qui lui plaît aujourd'hui. Et c'est célébrer l'amour, lui montrer que c'est lui qui est dans mon cœur. Et ce sera toujours lui. Vous savez que les femmes aujourd'hui, c'est un très grand jour. Franchement, il faudrait qu'on attrape bien nos gars ce soir. Sinon, les petites qui sont dehors là vont les récupérer. Et franchement, il faut qu'on s'apprête avec nos cadeaux pour être là. Parce que c'est vraiment un grand jour pour nous les amoureux. D'autres plus ingénieux ont choisi d'offrir des tableaux avec poèmes et de petites gâteries à leurs bien-aimés. Je préfère les mots. Les mots ne meurent pas. Le cadeau peut se perdre, mais les mots que je vais lui dire viennent vraiment de mon cœur. Ça va vraiment impacter son esprit. Même si je ne suis pas là au demain, elle va toujours penser à moi. C'est pour cela que je prends cette carte. Bon, pour cette fête déjà, j'ai préparé sa gaufre. Elle aime bien les gaufres brésiliennes, et je l'ai amené aussi faire la manicure, la pédicure pour qu'elle soit très ravissante dans mes yeux. Donc je sais que la fête sera très bonne. Mais premièrement, on va faire un petit resto d'abord. Après ça, la continuité, on va prendre une bonne chambre quelque part. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste à la maison. Le même décor chaque fois là, c'est pas bon. C'est ce que moi j'ai prévu pour elle. Pour ces amoureux, rien de plus beau que de témoigner son amour à celui ou celle-là qui fait battre son cœur. D'ailleurs, les messages d'amour ne se font pas attendre. Chacun tient à exprimer ses sentiments. Oh, gros bisous à ma chopinette. Gros bisous chérie, je t'aime beaucoup. Je lui dirais que je l'aimerai toute ma vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce que je peux lui dire, c'est que je l'aime de tout mon cœur et que je me dis que cet amour est réciproque. Je l'aime sincèrement. Ils sont donc nombreux ces adeptes de la Saint-Valentin qui célèbrent avec faste et solennité la fête des amoureux. Ce mercredi, tout le monde n'a pas le cœur à la fête de la Saint-Valentin. Certains ont choisi de se rendre dans les paroisses pour ce mercredi décembre, un moment important dans la vie des fidèles qui marque l'entrée dans le carême.
Évocation avec Warren et Julienne Berthe-Bissaï qui ont suivi une messe à l'occasion de ce mercredi des Cendres dans une paroisse catholique à Douala. Reportage. Un signe de croix apposé sur le front, voilà qui marque le début du carême chez les chrétiens catholiques. Un rite qui interpelle ces derniers à la conversion. Le rite des cendres existait pour rappeler aux fidèles la nécessité de la conversion. C'est pour ces raisons que quand on impose les cendres à un fidèle, nous lui disons convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Ce jour important dans le calendrier liturgique est une occasion pour ces fidèles de s'approcher davantage du Christ. Le mercredi des cendres inaugure le temps de carême. Carême qui vient de l'étymologie 40. Donc c'est un pèlerinage de 40 jours dans la prière, le jeûne et le partage que les fidèles vont entreprendre dans l'église. C'est aussi un temps d'entraînement au combat spirituel pour mieux vivre le temps ordinaire dans la joie de l'évangile et dans l'union à Jésus-Christ, notre Seigneur. S'adonner à la prière, au jeûne et au partage sont les 3 règles d'or qui régissent cette période de carême. Un moment d'abstinence qui requiert de nombreuses exigences. Les attitudes adoptées par un chrétien sont effectivement d'avoir une vie évangélique, une vie qui est portée par les valeurs de l'évangile, ces valeurs qui sont le pardon, la charité, les œuvres de miséricorde et surtout l'adoration. Pour les fidèles catholiques venus nombreux assister à ce grand rendez-vous, le temps est à la prise de résolution. Moi personnellement, je m'inscris dans la liste de ceux qui multiplient les prières pour la bonne marche du Cameroun et pour moi personnellement, sans oublier de partager et de doubler davantage d'efforts dans le cadre de se rapprocher davantage de Jésus-Christ, notre Sauveur. J'ai décidé de m'abstenir aux mauvaises choses que je faisais avant, dans l'ignorance. Et je ne veux pas que ce soit seulement le moment de carême. Je veux que ce soit continuellement dans ma vie chrétienne. Cette période de 40 jours qui débute le 14 février précède la célébration de la Pâque. L'Assemblée nationale est en deuil. La députée UDC Mariam Samba a été tuée dans un accident survenu à l'entrée d'Ombessa dans la région du centre, partie tôt ce matin de Fombot pour assister à une réunion du bureau politique de l'UDC à Yaoundé. Elle n'est jamais arrivée à destination. Dans sa voiture, les 2 autres occupants sont grièvement blessés. Les causes de l'accident restent méconnues jusqu'ici. C'est déjà le retour des pluies à Banjoun dans la région de l'Ouest et l'obstruction d'un torrent a provoqué l'écroulement d'une maison dans laquelle se trouvait un enfant de 5 ans. Il n'a pas survécu à ce drame. C'est la consternation dans sa famille. Évocation avec Dalastiana et Jean-Paul Chouniat. Le retour des pluies dans le Kunki vient d'endeuiller une famille au quartier Pété Banjoun. Le petit Steve Rouen Kuate sur cette photo, tué en plein jour par une avalanche de briques de terre. Je sais que la pluie s'est abattue et le mur s'est découlé. L'enfant est décédé. Je ne sais pas ce que je peux dire. Arrivé en premier sur les lieux, les voisins, après des heures de fouilles, ont sorti le corps du petit Steve Kuate des décombres. Il se pourrait peut-être que le mur l'ait pris au couloir. L'enfant était couvert de débris. Donc il fallait juste qu'on dégage tout pour pouvoir retirer le corps. Des témoignages recueillis, le drame est parti de ce chenal de collecte des eaux torrentielles. Obstrué par des déchets, les eaux déviées cherchant passage ont fait céder les murs de la maison en contrebas où se trouvait le petit Steve Kuate, 5 ans. Descendu sur les lieux, le préfet de Kunki s'indigne du désordre des constructions sur des lotissements pourtant bien tracés. Les gens ont construit sur la limite, c'est-à-dire personne ne veut laisser 1 mm² pour que les eaux puissent passer.
Tout en déplorant la mort brutale du petit Steve Kouyaté, l'autorité administrative a pris dans l'urgence une série de mesures. Pour le moment, dans l'urgence, il faut que les familles des maisons riveraines évacuent parce que rien ne nous garantit que d'ici là, les murs restants, les demi-murs restants debout, ou alors les murs entiers qui sont là ne vont pas s'écrouler à leur tour. Et pour éviter d'autres morts d'hommes à l'avenir avec le retour des pluies, Madame le préfet a surtout instruit les services cadastraux et la mairie de Petit Bandjoun de revoir l'aménagement du drain bouché et faire respecter à tous, dans les meilleurs délais, les normes urbaines de construction pour une bonne circulation des eaux de pluie dans la ville de Bandjoun. Cette famille résidant à Bandjoun n'est pas la seule sinistrée. Bamboutos a également essuyé de nombreux dégâts matériels à la suite de vents violents et d'une forte pluie qui se sont abattus il y a quelques heures dans ce département situé dans la région de l'Ouest. Des précisions avec Raphaël Tchoko, Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Tout est sens dessus-dessous après la tombée des premières pluies sur la ville de Bouda. Des dégâts matériels considérables, visibles tout le long de la principale avenue de la ville. D'innombrables toitures d'habitation, commerces et bars dancing, arrachés et balancés sur la voie publique et dans les quartiers. Pas mal de sinistrés ont dû passer la nuit à la Belle Étoile. Les gens sont en larmes. Certaines personnes ont dormi dans l'eau, ici. Ils n'ont pas d'habitation. Des édifices abritant des services publics n'ont pas échappé à la furie de la nature. Voici par exemple ce qui reste de l'antenne communale d'Elections Cameroun. À la préfecture des Bamboutos et partout ailleurs, des arbres dévastés par la bourrasque qui a aussi versé au sol poteaux et installations de Néo, l'entreprise en charge de la distribution d'électricité au Cameroun. Selon des témoignages, c'est à la nuit tombée du 11 février qu'une violente tornade aux allures de typhon a tout saccagé sur son passage en un laps de temps. Ce jeune homme est l'un des fêtards qui a vu de ses propres yeux le film des événements. On dansait, il y avait l'ambiance, on dansait, mais justement le vent, la tornade c'est mauvais au fur et à mesure. Là, il a fallu que les gens entrent à l'intérieur. Au fur et à mesure que les gens entraient, nous étions les dernières personnes à protéger les autres. Parce que moi, là, j'ai été victime. Si le bilan du retour des pluies dans les Bamboutos affiche d'importants dégâts matériels estimés à plusieurs millions de francs CFA, cependant, aucune perte en vie humaine à déplorer. Dans l'escale internationale, Jacob Zuma est dormi en Afrique du Sud. Il a jusqu'à minuit ce mercredi pour déposer sa démission à la tête de ce pays, de la nation arc-en-ciel. Mais le chef d'État sud-africain refuse de céder aux pressions de son parti, l'ANC, mais il s'expose également à une motion de censure de la part du Parlement et du Congrès sud-africain. Des précisions avec Gladys Sidier dans ce reportage. Tout s'écroule autour de Jacob Zuma. Seul contre tous. Il est accusé d'avoir plongé le pays dans une profonde crise politique. Il est éclaboussé par plusieurs scandales qui entachent la réputation de son parti, l'ANC, au pouvoir depuis 1994. Le Congrès national africain a ordonné mardi la démission du président mis en cause dans de nombreuses affaires de corruption. Après cette décision, la répression n'a pas tardé. L'unité de la police sud-africaine a conduit une opération au domicile de la sulfureuse famille Gupta à Johannesburg et arrêté 3 personnes dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds et du trafic d'influence à la tête de l'État. La pression sur les frères Gupta et Jacob Zuma s'est accrue depuis que le chef de l'État a cédé en décembre la direction de son parti à l'actuel vice-président du pays, Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte anticorruption sa priorité. Selon la presse locale, près de 15 millions d'euros auraient été détournés au profit de la fratrie. Le président Jacob Zuma, faut-il le rappeler, n'est pas contraint constitutionnellement de se soumettre à la décision de son parti. Pour l'instant, le chef de l'État n'a pas montré de signe de bonne volonté afin de quitter le pouvoir. À cause de son entêtement, l'ANC devra peut-être présenter une motion de défiance au Parlement dans les prochains jours, ouvrant ainsi la voie à une période très incertaine. Un public reportage dans ce journal.
elle a été sacrée meilleure contribuable et exportatrice des produits manufacturés. Il s'agit de la Sonara, récompensée lors de la soirée des partenaires de la douane camerounaise. Reportage. Je vous parlais donc de ces prix qui ont été décernés à la Sonara, sacrée meilleure contribuable, mais aussi meilleure exportatrice des produits manufacturés, des prix qui ont été décernés à la Sonara lors de la soirée des partenaires de la douane camerounaise. Reportage. Je vous parlais donc de ce reportage de la Société nationale de raffinage du Cameroun qui est célébré par la douane camerounaise en raison de sa contribution, meilleur contribuable au Cameroun, mais aussi meilleur exportateur des produits manufacturés, des prix qui ont été remis lors de la 9e édition de la soirée des partenaires de la douane camerounaise. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. De fait, introduit le secret de l'instruction. Lorsqu'on arrête son sous-préfet, finalement il y a une enquête. Et vous savez que l'enquête entraîne le secret de l'instruction. Donc c'est une phase qui est délicate, où on ne peut pas beaucoup communiquer. Je crois que le colonel Badiek a fait une communication en disant qu'on a mis toutes les forces tout autour pour pouvoir le retrouver. J'espère qu'il le sera, parce que les images que nous avons vues à gauche et à droite, le présentant comme mort et d'autres le présentant comme vivant, nous laissent tout simplement dans une situation d'une inquiétude très profonde. Le silence du gouvernement, loin d'être un aveu d'échec, relèverait plutôt de la stratégie. Donc le gouvernement a raison de ne pas communiquer. On ne crie pas sur le toit quand on cherche quelqu'un qui a kidnappé. Il y a la recherche de la sécurité militaire qui travaille, il y a d'autres éléments qui travaillent, peut-être la DGRE, etc., des forces multiformes pour pouvoir le retrouver. Contrairement à Jean-Baptiste Sipa, il affirme que le kidnapping ne provoquera aucun changement d'attitude chez les autorités administratives qui sont préparées à ce type d'événements malheureux. Les sous-préfets n'ont pas peur. Ils sont dans l'exercice de leur travail, ils savent que c'est un travail à risque. Ça fait partie des risques du métier. Je souhaite tout simplement que de l'autre côté, et je suis tout à fait certain que le gouvernement le fait, ils seront protégés pour qu'il y ait la paix. Il recommande tout de même que l'État déploie plus de moyens pour leur protection, surtout pour ceux qui ont été affectés dans des régions en crise. Dans l'actualité, la jeunesse camerounaise se déchire autour d'un soutien apporté à Paul Biya pour la présidentielle 2018, une initiative jugée inopportune dans un pays où les politiques publiques ont échoué à résorber le taux de chômage et de sous-emploi des jeunes. Des jeunes acteurs politiques dénoncent des manœuvres d'instrumentalisation de la jeunesse abandonnée à son triste sort depuis des lustres. Elle est subitement sollicitée et choyée à l'approche des échéances électorales. Reportage Emmanuel Diop et Guy Zogo. Je vous parlais donc de cet élément de la jeunesse camerounaise qui se déchire autour de ce soutien apporté à Paul Biya et le gouvernement qui lui aussi dévoile son agenda politique derrière cette distribution gratuite des ordinateurs chinois aux étudiants camerounais. L'opération a pris les allures d'un meeting politique. À Douala, le ministre Jacques Famdongo n'a pas manqué de faire savoir aux étudiants à quel point Paul Biya les aime et qu'il croit savoir également que ces jeunes seraient prêts à soutenir une candidature du chef de l'État. Cette distribution des ordinateurs est-elle liée à une campagne politique? Rien n'est officiellement déclaré à ce sujet, mais l'ambiance était riche en couleurs à l'université de Douala. Donald Brice Kamgan pour plus de précisions dans ce reportage. Ils sont un échantillon de 55 étudiants qui tiennent le laptop de 32 Go à l'université de Douala. Le ministre de l'enseignement supérieur préside la cérémonie protocolaire qui précède la distribution des machines à tous les COPS biométriquement enrôlés. Un peu comme si la Saint-Valentin s'invitait ici, Jacques Famdongo, dans une verve qui lui est reconnue, ajoute une histoire d'amour à la cérémonie à l'honneur de son champion. President Paul Biya loves you. He knows that. You love
He loves you. Les banderoles et flyers de circonstance font la part belle au chef d'orchestre des grandes réalisations. Peu importe, les Audi PB sont là, les COPS les reçoivent à deux mains. Nous avons accueilli ces dons présidentiels avec joie et ferveur des étudiants à l'université de Douala. Il y a des étudiants niveau 1 de première année qui sont inscrits cette année, qui n'ont pas droit en fait à ces ordinateurs parce que le moment où on s'enrôlait, ils n'étaient pas encore. Mais également les communautés riveraines et les exploitants forestiers doivent dire non à la corruption. Il suffit qu'un maillon de la chaîne faiblisse pour qu'on en soit à un éternel recommencement. Vous venez plutôt de suivre l'impact de la corruption dans le secteur forestier. Parlons à présent des obligations du Cameroun en matière de transparence de la gestion des finances publiques. Et cette tâche incombe bien sûr à l'Institut national de la statistique qui doit produire désormais des données fiables pour permettre une lisibilité de la mise en place des politiques économiques au Cameroun. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Publier dans les délais les données et les indicateurs statistiques nécessaires à la gestion économique et sociale. Cette mission principale, dévolue à l'Institut national de la statistique, se heurte aujourd'hui à la rareté des ressources financières, elle-même imposée par la conjoncture actuelle, que traverse difficilement notre pays. Nous faisons face à des difficultés qui obligent l'État à dépenser beaucoup de ressources. Il est donc clair que l'Institut, comme les autres institutions, doit réduire son train de fonctionnement pour pouvoir continuer à produire les résultats qui sont attendus en assurant la qualité et le respect du calendrier. Le nerf de la guerre est donc rare. Et pourtant l'INS n'a d'autre choix que de relever les défis qui l'interpellent. Quand il est vrai que la statistique, en tant qu'outil de prise de décision, doit contribuer plus que par le passé au développement du Cameroun. Et les actions menées ces dernières années sont là pour le démontrer. Les données sur la situation sociale, les questions de pauvreté, les données économiques, notamment sur les comptes nationaux, et qui permettent d'apprécier les efforts de notre pays en matière de croissance économique. Lorsqu'en 2016 s'achève sur une croissance économique de 4,5 et qu'on annonce des perspectives intéressantes pour notre pays, en 2017 et 2018, c'est sur la base des résultats que nous publions régulièrement. 2018 commence avec de nouveaux challenges. L'Institut national de la statistique est attendu sur divers fronts, dont celui de l'accompagnement du nouveau programme économique, conclu avec le Fonds monétaire international. Le défi, effectivement, c'est de poursuivre la production des données, respecter les engagements que notre pays a pris dans le cadre des différents programmes avec ses partenaires, notamment mettre à disposition du Fonds monétaire international et des autres partenaires des informations pour mesurer la qualité des résultats que nous obtenons dans la mise en œuvre du programme économique et financier de l'État, mais également les autres programmes. Contribuer au diagnostic, à l'élaboration et au suivi des politiques publiques et économiques. Telle est la mission principale de l'INS, dont le défi suprême demeure la quête de la performance et l'amélioration de la gouvernance. Toujours en économie, le Cameroun sollicite l'expertise tunisienne dans le domaine des bâtiments et travaux publics. C'est à la faveur du Salon africain du bâtiment et des métiers connexes. Les chambres de commerce de la Tunisie et du Cameroun ont sensibilisé les acteurs économiques à cet effet du côté de Yaoundé. Évocation dans ce reportage de Joël Essengue et Ike Cyril. Je vous parlais donc de ce reportage sur l'expertise tunisienne qui est sollicitée dans le domaine des bâtiments et travaux publics à la faveur d'un salon qui doit se tenir dans les toutes prochaines semaines. Les chambres de commerce de la Tunisie et du Cameroun ont sensibilisé les différents acteurs de ce secteur d'activité à Yaoundé. Joël Essengue et Ike Cyril. Parlons d'autres choses en attendant la disponibilité de cet élément. Il s'agit de la Saint-Valentin. Nous sommes le 14 février, qui est également le jour mercredi des cendres.
Comment les Camerounais ont-ils intégré à l'université? C'est la nouvelle technologie, on peut stocker les informations même extérieurement, c'est pas obligé que le disque soit interne. On aurait aimé que le projet soit, qu'une usine soit montée au Cameroun afin que l'on réalise pour bénéficier des expériences comme au Rwanda, comme en Côte d'Ivoire, les pays dans lesquels vous voyez que les ordinateurs sont conçus. L'université de Douala prend ainsi le relais de la distribution des ordinateurs. Le deuxième contingent en cours de distribution est un lot de 100 000 après le premier lot de 80 000 récemment dispatché. Je vous le disais à l'instant, la jeunesse camerounaise se déchire autour de ce soutien apporté à Paul Biya pour une probable candidature à la présidentielle 2018. L'initiative est jugée inopportune dans un pays où les politiques publiques du chef de l'État ont échoué à résorber le problème crucial des jeunes, à savoir l'accès à un emploi décent au Cameroun. Des jeunes acteurs politiques dénoncent des manœuvres d'instrumentalisation de la jeunesse, abandonnée à son triste sort depuis des lustres. Cette jeunesse camerounaise est subitement sollicitée et choyée à l'approche des échéances électorales. Emmanuel Job et Guy Zogo. L'appel de certains jeunes à Paul Biya pour qu'il se porte candidat à l'élection présidentielle de 2018 ne passe pas chez tous les acteurs de cette tranche d'âge. Denis Emilien Atangana, ex-secrétaire général du parti de l'Alliance libérale PAL, estime que cette démarche est puérile. On ne saurait donc se prévaloir bien dire que c'est la jeunesse camerounaise qui a appelé à la candidature de Paul Biya. C'est quelques jeunes, peut-être qui ont bénéficié des 2000 francs qu'on a l'habitude de distribuer, qui ont appelé à une candidature de clos et que j'estime inutile. Pour lui, les jeunes ne peuvent se tourner vers un candidat dont les initiatives ne contribuent pas à les valoriser. Les jeunes gagneraient à s'interroger sur quel type de candidat on peut soutenir à 85 ans, alors que nous sommes dans un pays où 64% de la population a moins de 25 ans, et pourtant, aucun ministre n'a moins de 25 ans, aucun ministre n'a moins de 35 ans, tout comme un directeur général n'a moins de 35 ans. Donc, je crois que c'était de la pire sorcellerie. En guise d'option, il souligne que les jeunes ont d'autres recours aujourd'hui au Cameroun dans l'espace politique. Il y a des partis politiques et des coalitions qui sont en train de se mettre en place, et ces coalitions-là peuvent, dans une certaine mesure, aboutir à une candidature qui peut porter le plus d'espoir. Si cette sortie d'un jeune en faveur de Paul Biya confirme bien sa présence effective sur la scène politique, après son discours du 10 février, Denis Emilien Atangana lui souhaite longue vie, mais hors d'étoudie, où il pourra, selon lui, s'occuper à d'autres centres d'intérêt. Mon souci, c'est qu'il laisse dignement le pouvoir et qu'il entre dans l'histoire positivement. Je ne souhaite pas qu'il meure, moi je souhaite qu'il vive très longtemps même d'ailleurs, et qu'il soit celui-là qui pourra écrire ses mémoires en tant qu'ancien chef de l'État. Pour le moins, ce n'est pas la vie des jeunes pro-Biya qui ne jurent, eux, que par lui. Le modèle norvégien de recherche scientifique intéresse le Cameroun. Une opportunité de coopération technique était au cœur des échanges entre le ministre camerounais de la recherche scientifique et de l'innovation, Dr Madeleine Twente, et l'ambassadeur de Norvège au Cameroun, James Peter Prude. Je vous propose à présent d'écouter le ministre camerounais de la recherche scientifique et de l'innovation, Dr Madeleine Twente. J'ai discuté surtout avec lui dans le domaine. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. 72 heures après l'enlèvement du sous-préfet de Batibo, l'on est toujours sans nouvelles de ses traces et celles de ses ravisseurs.
aucune information ne filtre jusqu'ici. Le gouvernement affiche un mutisme au-delà de quelques réactions du porte-parole du ministère de la Défense. Aucune position officielle du gouvernement sur la situation et les recherches qui se poursuivent dans les régions anglophones. La classe politique regrette ce mutisme et déplore l'option militaire utilisée sur le théâtre de la crise au regard de la situation qui ne cesse de se dégrader au quotidien. Des précisions avec Steve Boulet, Kep Diarra et Eric Watat. Disparu depuis le 11 février dernier, on n'est toujours sans nouvelles du sous-préfet de Batibo qui aurait été kidnappé par des sécessionnistes ambazoniens. Si l'affaire perturbe au plus haut point la famille du concerné et dans une moindre mesure les citoyens camerounais, c'est surtout le mutisme observé par les autorités depuis plusieurs jours qui jette une onde de froid sur la nation tout entière. Pour Jean-Baptiste Sipa, journaliste et acteur de la société civile, il faut voir en ce silence le refus du gouvernement à communiquer sur les défaillances de son propre système de sécurité. Ça signifie une défaillance totale de sa sécurité personnelle d'abord, et puis de la sécurisation même de la manifestation des jeunes. Ce n'est pas le genre d'information qui redore le blason d'un gouvernement. Je crois qu'ils attendent de voir le commentaire que vont en faire les réseaux sociaux et la communauté internationale, avant de donner le feu vert certainement à M. Issa Chiroma pour dire quelque chose. L'action des sécessionnistes lourde de sens peut être versée dans la case des symboles forts, ceux de la revendication. Ceux qu'ils auraient pris un maire, parce qu'ils ne sont pas fous, ils savent quand même que le maire est le représentant élu de la population. Ils ont pris quelqu'un qui représente le gouvernement, qui à leurs yeux est l'ennemi. C'est un acte symbolique qu'ils ont posé. Quand les gens savent qu'un pouvoir ne parle pas, ne dialogue pas et ne connaît que le langage de la force, ils posent des actes pour provoquer justement l'exaspération de ce pouvoir. Plus loin, il estime que le kidnapping agira comme un électrochoc sur les autres représentants de l'État décentralisé. Bien sûr qu'il y aura une onde de peur, ça crée l'incertitude. Bon, ça peut aussi radicaliser leur attitude, c'est-à-dire qu'ils vont devenir inaccessibles aux populations parce qu'ils vont certainement renforcer leur sécurité. Le sujet étant classé secret défense, il serait compliqué que le dispositif normal en matière de communication sur des dysfonctionnements sécuritaires soit respecté. Pour que le procureur de la République parle, il faut déjà qu'il ait la responsabilité de la sécurité. Est-ce que la responsabilité de la sécurité là-bas dans le nord-ouest et le sud-ouest est encore aux mains du procureur de la République? C'est aux mains de l'armée. L'armée ne dépend pas du procureur de la République. L'armée dépend de la présidence de la République. Pour Maître Emmanuel Pensi, avocat au barreau du Cameroun, le kidnapping est condamnable, au même titre que le silence de la communauté internationale et autres membres de l'opposition. Je ne pense pas que c'est une bonne mesure. Je suis d'ailleurs surpris que beaucoup j'allais dire, la communauté internationale et surtout les ONG et même l'opposition, je ne la vois pas dans cette affaire-là crier et dire que c'est inacceptable. Il y aurait selon lui une ouverture d'enquête qui... La mise en place d'un accord de coopération scientifique et technique. Les Norvégiens sont très forts dans le domaine océanographique. Et nous avons un centre de recherche des écosystèmes marins à Kribi. Donc nous comptons beaucoup sur eux. Et aussi sur le genre. La coopération sur le genre, l'éducation, la formation. Parce que voilà un pays qui est classé, le pays au monde, pas l'ONU, pas toutes les organisations internationales, comme le pays où il fait bon vivre au monde. Le pays où on vit le mieux au monde. Et pourquoi? Simplement parce que dans leur pays, il y a l'égalité des genres. À tous les postes, 50% hommes, 50% femmes. C'est un pays où il n'y a pas de chômage. Tout le monde est heureux, d'après les indices internationaux. Donc, nous avons voulu copier non seulement ce rapport avec la jeunesse,
avec les femmes, mais aussi le vivre ensemble. Et en rapport avec Monsieur le ministre des Relations extérieures, nous allons tout faire pour renforcer notre coopération avec ces pays nordiques qui nous donnent des leçons de vie. En pleine crise économique, le Cameroun a des obligations de transparence sur la gestion des finances publiques et son impact réel sur le quotidien des Camerounais. Ces défis incombent à l'Institut national des statistiques et les données produites jusqu'ici au Cameroun contrastent souvent avec celles qui sont publiées dans les rapports des institutions financières internationales, d'où l'enjeu de la fiabilité des méthodologies de collecte, de traitement et de publication des données statistiques au Cameroun. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Avec une note de 7,5 sur 10, la corruption a repris du galon dans le secteur des forêts et de la faune. Cette étude que nous avons réalisée révèle qu'à cette année, nous sommes à 7,25 sur 10. Entre 2010 et 2014, on avait observé un indice qui a baissé suite à l'action conjointe de plusieurs acteurs pour pouvoir lutter contre le fléau dans le secteur. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un laxisme qui s'est installé des différents acteurs qui va jusqu'à pouvoir aussi saboter en fait tous les efforts déployés, que ce soit par l'administration, par la société civile, pour améliorer la gouvernance du secteur forestier. L'étude dont la restitution a été faite à Yaoundé montre combien il est difficile de juguler ce fléau, tant les différents acteurs travaillent au quotidien à le nourrir et à l'entretenir. D'abord parce qu'il est difficile de résister à la corruption. Autrement dit, il faut avoir tous les documents exigibles et ne pas être à l'abri de la corruption quand vous vous retrouvez par exemple en forêt avec une seule personne revêtie de l'autorité de l'État qui peut immobiliser votre camion pendant un jour. Je ne sais pas, c'est vous qui payez, vous l'opérateur économique. Mais également l'ignorance des gens. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les gens ne sont pas toujours au fait des procédures, des documents exigibles pour exercer dans le secteur. Les parties prenantes négatives du secteur profitent de cette ignorance-là pour raqueter et arnaquer les personnes qui souvent sont de bonne foi. Ce n'est donc pas une surprise si les caisses de l'État payent le prix fort, au même moment que les ressources forestières sont pillées en toute impunité. Les questions de changement climatique sont là et le Cameroun a pris des engagements. Et si la corruption est là, ça dit un peu comme huiler le système d'exploitation illégale de bois dans les forêts. Et ça fait des pertes énormes en termes de bois qui peuvent séquestrer en fait le carbone. Et l'autre chose aussi que nous relevons, c'est là que vous avez parlé sur le plan économique. La corruption en fait cause d'énormes pertes économique et financière à notre pays et plombe aussi le développement de notre pays. Nous devons aussi reconnaître qu'au niveau central, les efforts sont suffisamment pris pour pouvoir lutter contre ou alors sanctionner les agents véreux, mais reste encore à faire parce qu'il y a encore quelques cas de délicatesse sur le terrain. L'étude prescrit une thérapie de choc qui repose sur une prise de conscience collective. L'administration